Cerno, une anti-enquête. Épisode 70. Ioana Secărescu a fost asasinată în anul 1984. Tickersprung? Pardon? Si vous ressentez le besoin de comprendre... Bla 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 bla. Boum boum. Visperbrot. 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. Moi c'est Julien. Mais pourquoi tu mets ça dans les génériques? Julien. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis il est gentil. Il nous faisait peur. Il filait ses victimes jusque chez elles. Mais il était surtout narcissique, il était d'un narcissisme. Moi? On sait qui c'est derrière. J'ai quelques questions à vous poser. Ouh, on ne veut pas voir cela. Non. Nous, on s'occupe pas des autres. Non, en fait, le monsieur, il fait pas une enquête. Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. C'est triste. C'est un pervers. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes. Je sais pas si tu l'as vu, ma chatte. Je l'ai pas vu. Ben voyons. Tu vas pas réussir dans la vie. On verra bien où cette histoire me mène. Oh oui. Le 5 novembre 1984 a été découverte décédée en son domicile Ioana Secărescu. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Quelle ambiance. Quelle ambiance. « 3, 2, 1. Alors je suis allé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, c'est pas très loin de Paris, et j'ai pu consulter le dossier de naturalisation d'Hélène Secărescu, la mère de Ioana donc, qui date de 1927. Alors j'ai pas pu enregistrer, parce que tout est très réglementé aux archives. On m'a fait entrer dans une très grande salle, très moderne, et on m'a remis un carton qui contenait tout le dossier, composé de quelques vieilles lettres, très bien calligraphiées, sur du papier jauni, et j'ai trouvé des éléments importants. Donc, en 1926, on est entre les deux guerres, Hélène Secărescu fait une demande pour réintégrer sa nationalité, c'est-à-dire qu'elle avait perdu sa nationalité française en se mariant avec un Roumain, Basile. Donc je suis tombé sur une première lettre, donc c'est un formulaire plus précisément, qui a été rempli par Hélène Secărescu. Et on apprend sur la première page que Basile Secărescu, né à Pogoanele en Roumanie, le 14 février 1886, de nationalité roumaine, est décédé le 14 janvier 1914, en Roumanie. Donc il est bien mort. Il est mort moins d'un an après la naissance de Ioana. Pourquoi il est mort? C'était quelques mois avant la guerre, et pourquoi il est mort en Roumanie. Ensuite on apprend donc, mais ça je le savais déjà, qu'Hélène Secărescu habite 29 rue de Lübeck, à Paris dans le 16e. On mentionne qu'il n'avait qu'un enfant mineur, Ioana, et il y a une case pour que le postulant écrive des renseignements. Et là, on a noté à propos d'Hélène Secărescu, a toujours habité en France, sauf avec interruption pendant 2 ans, de 1911 à 1913 à Gand, Belgique. Puis, on mentionne toutes les adresses où elle a habité. 2 passages Massieu à Neuilly, 8 rue de Rochechouart à Paris, 19 rue Baudin, 39 rue de Rome, 6 rue Georges Bizet, 54 rue de Galande, 21 rue Marbeuf et enfin 29 rue de Lübeck. À la fin du formulaire, dans la case position de famille, on a écrit « Conjoint décédé le 14 janvier 1914 à Pângăraț en Roumanie ». Pângăraț, ça s'écrit Pangarati. Et dans la case situation de fortune, il y a une série de questions auxquelles elle répond. Que lui rapporte sa profession? 10 000 francs par an. Depuis 2 mois, loue 2 chambres dans son appartement en meublé. A-t-elle personnellement de la fortune? Non. Quel est le montant de son loyer? 250 francs. Quelles sont les charges du postulant, sa fille? Et là, il y a écrit « Dit avoir 500 francs de dette à payer à la suite du décès de sa mère. » Observation. Pour quel motif le postulant demande-t-il la réintégration?
Parce qu'elle est française de naissance, ainsi que sa fille. Quelle est son attitude politique ? Nulle. Et on arrive au document le plus important de ce dossier, qui est la lettre manuscrite d'Hélène Secaresco du 22 avril 1926. Je vous la lis, elle n'est pas très longue. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous demander de me faire réintégrer ma nationalité de française, c'est souligné en bleu, dans les plus brefs délais. Né à Neuilly-sur-Seine en 1888, de père et mère français, mon nom est Hélène Louise Alice Redler. Je me suis mariée à Paris avec un Roumain, Basile Secaresco, en 1910. De ce mariage, j'ai eu un enfant, une fille qui naquit à Gand en Belgique en mars 1913, et peu de temps après, en février 1914, mon mari mourait en Roumanie, dans un sanatorium. Je revins alors chez ma mère à Paris et habitais depuis cette époque continuellement chez elle et exerçais avec elle la profession de dentelière à façon. J'aurais pu demander ma réintégration depuis longtemps si ma fille n'avait eu des intérêts en Roumanie, car son grand-père très âgé vit là-bas, possédant plusieurs maisons et terres dont l'argent viendra naturellement en France par l'héritage que ma fille devrait faire. C'est pourquoi j'étais restée roumaine, afin de faciliter un héritage possible en Roumanie. Mais je viens de perdre ma mère, presque subitement, et comme le loyer n'est pas à mon nom, je me trouve dans une situation critique, car bien que française de nom et de cœur, mon propriétaire va me considérer comme une étrangère, et j'aurai à subir une augmentation excessive de loyer, ou un déménagement, deux choses qui pourraient me réduire à la misère, car je ne vis qu'au jour le jour par mon travail. C'est pourquoi je viens vous demander, monsieur le ministre, de vouloir bien obtenir ma réintégration en quelques semaines, afin de m'éviter de grands malheurs. Vous remerciant, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma respectueuse considération, signée veuve Hélène Secaresco, née Redler, 29 rue de Lübeck, Paris 16e. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce dossier. C'est une lettre bien écrite, je trouve. Je me dis que Johanna était peut-être à côté de sa mère pour l'aider à la rédiger. Et ça commence à ressembler à un début d'histoire. Donc on apprend que Basile Secaresco est mort dans un sanatorium, très jeune. Il avait donc probablement la tuberculose. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que ce climat d'entre-deux-guerres est potentiellement xénophobe. Et qu'en tant qu'étrangère, Madame Secaresco a peur d'être stigmatisée par son propriétaire et de sombrer dans la misère. Je sais pas vous, mais moi ça me fait beaucoup de peine d'apprendre ce décès de cet homme si jeune. Donc c'est bien ce que j'avais pressenti. Un grand malheur est arrivé. Ils sont partis faire leur vie en Belgique. Ils ont eu un bébé. Et Basile a dû tomber malade. Il est mort très jeune, ce qui est très triste. Et c'est sans doute à cause de ce grand malheur, de cette mort prématurée, que Johanna a croisé la trajectoire des tueurs, longtemps après, en 1984. Peut-être que si son père n'était pas mort, Johanna aurait vécu en Belgique, ou même si elle avait vécu à Paris, elle n'aurait sans doute pas eu besoin de s'occuper de sa mère. Peut-être qu'elle se serait mariée, comme la plupart des gens à l'époque, et donc elle n'aurait pas habité au 60 boulevard de Clichy, à quelques pas de l'hôtel où logeaient Paulin et Mathurin. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller faire un tour à l'endroit où elles habitaient, au moment où Hélène Redler a écrit cette demande, au 29 rue de Lübeck. Comme on est encore en période de pandémie, je sais pas si ça va être facile d'entrer dans l'immeuble par exemple, mais je vais quand même essayer. C'était à l'autre bout de la ville, près du Palais de Chaillot. Je prends mon vélo bien sûr. C'est l'après-midi, il est 16h exactement, et je suis dans le 16e arrondissement, donc un quartier très bourgeois. Je suis à 2 pas du Palais de Chaillot, je le vois d'ici, et je m'enfonce dans une rue assez austère, avec des très beaux bâtiments. C'est la rue de Lübeck, et c'est dans cette rue qu'ont vécu Johanna Secaresco et sa mère, jusqu'à ce qu'elles emménagent au boulevard de Clichy,
où a eu lieu le crime. Je pense avant la guerre. On est à 2 pas de la Tour Eiffel. Dans cette rue, il y a des immeubles assez imposants, très hauts. Les façades sont très riches, très décorées. Il y a un vieux monsieur avec un chapeau sur un balcon immense qui fume la pipe. Il y a une boulangerie très chic. Et voilà, j'arrive devant le 29 rue de Lübeck. C'est un immeuble en pierre de taille, assez élégant. Il y a une grande porte verte. J'avais trouvé sur internet une petite annonce qui avait été passée dans le Figaro en 1931, sans doute par la mère de Johanna Secaresco. Le Figaro à l'époque était un journal apolitique et l'annonce disait ceci: 2 pièces, très bien meublées, premier étage, avec ou sans cuisine, 850 francs, Secaresco, 29 rue de Lübeck, 16e, Passy. Dans famille, chambre à louer, tout confort, avec ou sans pension. Il y avait un numéro de téléphone, Auteuil 49 71. Donc dans cette annonce, il y a un indice, c'est qu'elle vivait au premier étage de cet immeuble. Alors je sais pas si c'était un premier étage côté cour ou côté rue, mais bon, évidemment, côté rue, il y a 4 fenêtres, dont une, la principale, avec un beau window. Et on voit des meubles très jolis, un globe en bois, un miroir, un vieux miroir sur un chevalet et un petit bureau. Donc elles vivaient dans ce beau quartier, toutes les deux, qui devait déjà coûter très cher à l'époque. Donc pourquoi ? Bon, évidemment, c'est l'après-midi, il n'y a personne dans Paris en ce moment. La porte est fermée. J'aurais bien aimé entrer pour voir à quoi ça ressemblait. Il y a une vieille dame à sa fenêtre au 3e. Il y a une agence immobilière qui s'appelle Glamour Appartement en bas à droite et une autre à gauche qui s'appelle Alma Transactions. Alors j'imagine qu'on y vend des appartements très chers du quartier. Je vais aller jeter un coup d'œil. Avenue Marceau, 252 mètres carrés, 7 pièces, 4 500 000 €. Paris 16, Georges Mandel, appartement 6 pièces, 240 mètres carrés, 4 500 000 €. Et une dame qui sort de l'immeuble. Bonjour madame. Madame ? Bonjour, excusez-moi. Je cherche la gardienne ou le gardien de cet immeuble. Il n'y a pas de gardien, monsieur. Il n'y a pas de gardien ? Et j'aurais une question à vous poser. Je fais un documentaire sur une dame qui a vécu ici dans... Je fais un documentaire sur une dame qui a vécu ici dans les années 1910, 1920. Je ne connais pas, moi. Et vous savez si combien il y a d'appartements... Madame ? Je vous en prie. En fait, je sais qu'elle habitait au premier étage, cette dame. La dame qui habitait là il y a 100 ans. Elle s'appelait Johanna Secaresco. Je ne connais personne, là. Non, mais c'était il y a 100 ans. Mais est-ce que vous savez combien il y a d'appartements par étage ? Je connais personne, monsieur. À l'étage où ? Là, au 29. Au 29. Et vous voulez qui ? Je cherche à savoir combien il y avait d'appartements par étage à l'époque. Comment ? Vous vous demandez un appartement, là ? C'est tout... Non, mais je cherche pas à louer. Il n'y a pas d'appartement, monsieur. Ah. C'est une petite dame qui va apporter du courrier aux agences immobilières. Vous n'êtes pas là ? Pour renseigner, je ne connais pas, monsieur. Ah. Et vous savez qui habite au premier étage ? Quelqu'un qui habite au premier étage, vous voulez ? Oui. Alors, au premier étage, c'est ces personnes-là. C'est un seul appartement ? Il n'y a qu'un appartement, bien sûr. Mais pourquoi vous me demandez tous ces renseignements ? Je ne sais pas vous donner les renseignements, monsieur. Je suis désolée. Bon, ben alors on se parle pas. Hein. Vous êtes 4 pieds, quand même. De toute façon, si vous cherchez quelqu'un, vous voyez s'il est là, c'est tout. Oui, d'accord. Ok, merci madame. Moi, je n'ai pas à vous avoir renseigné. Ouais, bon. Bonne journée, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, tant pis. Donc il y a bien un seul appartement par étage. Et donc les fenêtres que j'ai sous les yeux sont bien celles de Johanna Secaresco, il y a 100 ans. Je vais quand même demander à l'agence immobilière. Excusez-moi monsieur. Bonjour. Vous travaillez dans l'agence immobilière ici ? Oui.
Est-ce que vous connaissez les gens qui habitent au premier? Pas du tout. On n'a pas accès du tout aux parties communes, donc non, je connais pas le voisinage ou uniquement la dame que vous avez croisée. D'accord. Qui est l'historique un peu de l'immeuble. C'est l'historique? Oui. Elle est très âgée? Oui. Elle m'a un peu envoyé bouler. Oui, c'est comme ça que tout le monde se méfie pas mal des personnes qu'elle ne connaît pas. Bon, c'est normal en même temps. Oui. Et vous allez travailler maintenant? Oui, je pars en visite. D'un appartement dans le quartier, j'imagine? Oui. C'est très cher ici? Oui, on est sur les prix les plus élevés de Paris, oui. Je fais un documentaire en fait sur une dame qui a vécu dans cet appartement au premier étage, mais il y a 100 ans. Ok. Et j'essaie de savoir un peu où elle habitait. Elle s'appelait Ioana Secaresco. Et vous pensez qu'à l'époque, il y a 100 ans, c'était comment ce quartier? Dans les années 1920? Et je sais qu'il y avait uniquement a priori la boulangerie, qui était déjà un commerce, mais je suis pas certain que ça ait été une boulangerie. Et non, sinon je pense que le quartier était quand même nettement différent, oui, j'imagine. Déjà très chic? Oui, beaucoup, je pense plus qu'aujourd'hui, oui. Ouais. Plus qu'aujourd'hui avec une clientèle très bourgeoise. Donc oui, je pense que c'était vraiment un quartier intéressant. D'accord. Et là, vous pensez que c'est quel genre d'appartement en fait? C'est des immenses appartes ici au 29? Je crois savoir de mémoire que vous n'en avez qu'un seul par étage. Et donc c'est très grand? Oui, on doit avoir 100... Alors, pour le quartier, je vous dirais que ça pourrait être plus grand, mais on doit avoir, oui, je pense, autour de 130 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Quelque chose comme ça, oui, 130, 150. D'accord. Bon, et vous, comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va. Ça va, tout va bien, oui. Vous avez le moral? Oui. Bon, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Maxime. Enchanté. Enchanté. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Écoutez, c'est vraiment de pouvoir découvrir au quotidien de nouveaux appartements dans de beaux immeubles. Et ici, on a vraiment des immeubles de qualité. Donc voilà, on découvre de jour en jour des anomalies, des biens vraiment, des critères vraiment bien atypiques. Comme celui-ci, je sais pas si vous avez vu au premier, on a un beau window. Ouais. Mais c'est dans le quartier, on n'a plus que 3-4 immeubles qui ont su le conserver. Pour la plupart. Vous pensez qu'il date de quand ce beau window? Je pense qu'il date de la construction de l'immeuble. D'accord. Oui. Mais je pense pas qu'il ait été. Je crois que c'est d'ailleurs le seul étage où il a été conservé intact. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire là de l'appartement au premier? Ça a l'air bien meublé, qu'on voit du coup grâce au beau window. Oui. Je sais que je crois avoir une petite idée de la personne qui est. Je crois que c'est une femme seule qui y habite. Et oui, je crois que c'est quelqu'un qui chine pas mal. De mobilier depuis un petit moment. Et non, après je saurais pas vous dire. Moi j'ai jamais eu accès à l'appartement, donc moi je saurais pas vous dire. D'accord. Si je vous donne mes coordonnées, si je vous les envoie par email par exemple, si je trouve votre... Vous pourriez éventuellement me mettre en contact avec elle si vous... Bien sûr, oui. J'ai un de mes collègues qui lui saura m'en dire plus sur... puisqu'il c'était un historique, donc lui aussi, donc je pense qu'il saura me dire qui est la propriétaire du premier. Oui, avec plaisir. Je vais devoir vous laisser comme je... Mais vous pouvez me l'envoyer à cette adresse et okay. je le récupérerai très facilement. Ok, c'est très gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne visite alors. Merci, au revoir. J'espère pouvoir revenir dans quelques temps pour visiter l'appartement. Je remonte la rue de Lübeck jusqu'au palais de Chaillot où j'ai garé mon vélo. Et j'imagine que Ioana Secaresco faisait ce trajet tous les jours, adolescente, pour aller au lycée Molière où elle était scolarisée. Le ciel se couvre, il y a de gros nuages noirs. Je rentre vite chez moi. « 3, 2, 1. Alors apparemment, c'est entre 1925 et 1930 que Ioana a été scolarisée au lycée Molière, rue du Ranelagh dans le 16e arrondissement, et c'est là qu'elle aurait été dans la classe de Jacqueline de Romilly. On m'a dit que c'était un lycée qui était un des premiers à préparer les jeunes filles à l'épreuve du baccalauréat. Alors j'ai écrit à l'association des anciens élèves du lycée Molière pour leur demander s'ils avaient des traces de Ioana Secaresco, et la présidente de l'association, qui s'appelle Anne-Marie, m'a répondu, d'abord un peu froidement, parce qu'elle comprenait pas trop ce que je voulais. Elle m'a quand même promis de faire des recherches, mais elle n'a rien trouvé, ou très peu de choses en tout cas. Une fiche d'inscription, ou quelque chose comme ça. Elle a demandé à plein de gens autour d'elle au lycée, aucune trace de Ioana. Et un jour, elle m'a écrit qu'elle était tombée par hasard sur un paquet de lettres écrites pour le 80e anniversaire du lycée. Et dans ce paquet, il y avait une lettre manuscrite de Ioana Secaresco, dans laquelle elle parle de l'enseignement qu'elle a reçu au lycée Molière. C'est une petite lettre, écrite sur des petites feuilles à carreaux,
au stylo bleu et les pages sont numérotées en rouge. Alors du coup, je découvre l'écriture de Johanna, peut-être un peu scolaire, sage, presque enfantine, et c'est un document extraordinaire. Parce qu'elle évoque certains de ses professeurs, elle fait leur éloge, elle donne ses idées sur la pédagogie et l'éducation, et on croit savoir que c'était la chose la plus importante de sa vie. Ça permet aussi d'apercevoir quelle institutrice elle a été, et aussi d'imaginer quelle a été son adolescence. Donc petit à petit, le portrait de Johanna se précise. Je vous en lis quelques passages. En rouge, elle a écrit Jeanne Secaresco, entrée en 1925. Le lycée Molière a l'heureuse idée de nous demander nos souvenirs du temps où nous étions élèves. Et certes, je n'ai pas à rechercher. Je n'ai rien oublié. Il me faut plutôt faire un tri. Je suis entré au lycée en 1925 en classe de 5e. C'était l'année où était mis en place le nouveau régime, refonte totale de l'enseignement secondaire. Les filles, désormais, recevaient le même enseignement que les garçons. Les anciens livres ayant cessé d'être valables, les élèves étaient forcés de les acheter tout neufs, ce qui était une lourde charge. Ne pas oublier non plus que les lycées étaient alors payants. Si je suis entré en 5e, c'est qu'il n'y avait à l'époque aucune relation prévue entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Mademoiselle Plic, directrice d'alors, composa la 5e 3 de cette façon. Les élèves qui, comme moi, venaient du primaire, une minorité, augmentaient des mauvais élèves venus des 2 6e, avec ordre de tout recommencer en latin et en anglais, et de faire étudier en 1 an les programmes de 6e et de 5e. Alors elle commence par évoquer sa prof d'anglais. Madame Bicard-Picard menait cette lourde classe avec élégance et science. Elle parlait avec un grand respect à ces gamines mal dégrossies que nous étions. Pas un mot de français pendant la leçon, c'était strict. Nous préparions pour chaque leçon, chacune 3 questions que nous apprenions par cœur. Madame Picard désignait une élève, celle-ci disait sa question. Elle en désignait une autre qui répondait, puis posait sa question, et ainsi de suite. À la fin de l'année, nous nous exprimions toutes couramment, nous lisions de petits livres, du grand art. Un peu plus loin, comment oublier la découverte enthousiasmée de l'histoire romaine ? Madame Jodel faisait son cours debout sur l'estrade, vêtue d'un ample manteau, et lorsqu'elle levait ses 2 bras, je croyais voir une toge. J'aimerais insister sur un point très important. Durant toute ma scolarité, j'ai toujours eu régulièrement à faire une composition française tous les 15 jours, un devoir de maths chaque semaine, un devoir de physique, une version latine et 2 préparations écrites chaque semaine, une version grecque et 2 préparations écrites chaque semaine, sans parler de toutes les leçons, parmi lesquelles 20 vers de récitation française chaque semaine, 2 leçons de latin par cours, texte par cœur à chaque cours, plus grammaire ou vocabulaire, les cartes de géographie, les récitations anglaises, etc. Le surmenage vient d'un manque de travail. Nous étions de niveau avec ce qu'on nous donnait à faire. L'enfant non entraîné ne sait pas, s'enfonce, se dégoûte, pendant que chacun déplore la baisse du niveau. Hier comme aujourd'hui, les élèves de 5e ne calculaient pas imperturbablement, qu'à cela ne tienne. Madame Jean Girard, entrant en classe, écrivait au tableau une division gigantesque que nous comptions en 5 minutes sur le dos de notre copine avant de rendre le devoir. Au sortir de la 5e, j'ai opté pour le grec, ce qui me fit passer de 5e 3 en 4e 1. Classe beaucoup plus forte, atmosphère plus intéressante, due à la personnalité des élèves. Le professeur de lettres était mademoiselle Potaché. Sa classe était pittoresque. De la famille du fondateur du théâtre de Busan, elle nous jouait quelquefois des scènes, en actrice, au lieu de seulement les lire. Le professeur de grec, M. Buchneau, ancien de l'école française d'Athènes, ne dédaignait pas de nous faire gagner des cartes postales de Grèce dans des tournois de vocabulaire. M. Gohin, professeur de latin, était un homme énergique. Avec lui, on apprenait la grammaire par cœur. En 3e, M. Kérou nous prit en grec et ne devait plus nous quitter jusqu'en 1re. M. Kérou était un professeur d'une extrême minutie. Sa classe était sans fantaisie et rigoureuse. La 3e, c'est en histoire, Madame Delaon et l'éblouissement devant la Renaissance. Il y avait 2 heures d'histoire par semaine et en plus, 1 heure qui était en alternance, soit lecture historique expliquée, soit histoire de l'art.
Tous les 15 jours, à l'heure de l'histoire de l'art, on passait des reproductions au moyen d'une lanterne en commentant. Il y avait aussi une bibliothèque d'histoire de l'art. Je commençais à collectionner les cartes postales d'art. Actuellement, l'édition de livres d'art s'est considérablement développée. Il y en a pour toutes les bourses et de remarquables. Or, il n'y a plus d'heures réservées à l'histoire de l'art dans l'enseignement secondaire. C'est un paradoxe à la fois scandaleux et bête. La troisième, c'est Mademoiselle Morand pour le français. On voudrait trouver un mot plus fort que sérieux pour caractériser son enseignement. Elle avait une idée complète de son rôle d'éducatrice. Le sujet d'un devoir, le souvenir et l'espérance, nous avaient déconcertés. Là, elle ouvre les guillemets. « Si vous aviez l'habitude de méditer, vous ne seriez pas prise au dépourvu. Qui médite chaque jour ?» Point d'interrogation. Littéraire que j'étais, je suis contente d'avoir fait beaucoup de physique et de chimie. Cela me sert et m'a intéressé. Mais les maths ne m'ont absolument rien apporté. Je raisonnais très bien, mais d'une autre façon. Je n'ai jamais compris que l'on s'excitât sur un triangle. Point de suspension. La seconde, ce fut le cours de latin de M. Braunschweig. Lui ne faisait pas de latin pour le latin, mais tout lui était sujet de commentaires et de dialogue. Il s'efforçait de nous montrer que l'épicurisme était une morale ascétique. Ce furent aussi les débuts de la littérature anglaise avec Mademoiselle Valerio. Mademoiselle Valerio avait le sens de la poésie. C'est en anglais que j'ai appris ce qu'était le rythme d'un vers. Nous jouions aussi en anglais des scènes de Macbeth. Avec Mademoiselle Jourdan, la littérature des XVIe et XVIIe siècles. Point d'explication de textes détachés, mais l'étude approfondie de tous les auteurs, y compris Descartes et Pascal. J'allais dire surtout Pascal. Incidemment, je ne sais quand on découvrit que la classe n'avait pas étudié l'avare. À l'air sévère de Mademoiselle Plick, directrice, cherchant comment une telle chose avait pu arriver, j'ai compris qu'une sorte de planning existait, afin qu'aucun classique ne nous échappe. L'année de première était lourde. Le bac A, première partie qui nous attendait, comportait une composition française, une version latine, une version grecque, un devoir de mathématiques, un devoir de physique. Et à l'oral, 9 interrogations. Et pas question pour l'oral de présenter un texte. L'examinateur ouvrait un livre anglais, latin, français, où il voulait, et vous expliquiez sans aucun temps de préparation. Ce n'était pas Mademoiselle de Beaucorps, professeure d'histoire, qui faisait du bachotage. Elle réfléchissait avec nous sur les êtres, de l'humanisme et du meilleur. Mademoiselle de Beaucorps était une vicomtesse, catholique et royaliste. L'action française sous le bras, elle entrait commenter la Révolution de 89. C'est la grandeur de l'enseignement laïque, que nous ayons eu pour professeur d'histoire en 4e une communiste, en 3e et en seconde une protestante modérée, en première celle dont je vous parle, et en philo une républicaine du style liberté chérie. Pour la première fois cette année-là, les filles étaient admises à se présenter au concours général. Mais les dames du lycée pensaient que des filles ne pouvaient valoir les garçons. Seul M. Quéroux distribua quelques feuilles d'inscription. Ici, je sais que j'évoque une des grandes heures du lycée Molière. Un jour, nous étions dans l'amphithéâtre de physique avec Mademoiselle Écart. Mademoiselle Plick entra, portant un papier. Jacqueline David, donc celle qui est devenue plus tard Jacqueline de Romilly, avait obtenu le premier prix de version latine et le deuxième prix de version grecque. C'était la première fois qu'une fille remportait un prix au concours général. Cela fit du bruit. Les journaux en parlèrent, chose qui était peu habituelle alors. Notre joie fut immense et délirante. Jacqueline David était depuis toujours notre modèle, l'âme de la classe et sa conscience. La classe de philo est un enchantement, rien que du facile. Des maths, il ne reste plus que l'algèbre et la cosmographie. Maintenant que l'on envoie des engins sur des planètes, on a supprimé la cosmographie du programme. Encore un paradoxe consternant. Pour répondre aux préoccupations actuelles, je peux enfin dire que nous ne restions pas étrangères à ce qui se passait autour de nous, et beaucoup de nos camarades s'enthousiasmaient pour les efforts pacifistes de l'époque. Je terminerai donc par cet étonnant dialogue. « Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez sur vos genoux? Qu'est-ce que vous lisez ?»« Jaurès, » dit l'élève en relevant la tête. « Voulez-vous lire la phrase que vous étiez juste en train de lire ?» Privés de leur contexte, des phrases incompréhensibles se répandent dans la classe d'histoire naturelle. « C'est très bien, dit le professeur. Vous pouvez continuer. » Les professeurs ouverts ne datent donc pas d'aujourd'hui.
Et l'année scolaire se trouvant finie avant que nous ayons passé l'oral du bac, nous ne pouvions revoir nos professeurs pour les remercier. J'ai tressé ici quelques couronnes, très brièvement. Signé J.C. Caresco, 60 boulevard de Clichy, 18e. Et donc elle précise cette adresse à laquelle on la retrouvera assassinée une quinzaine d'années plus tard, le 5 novembre 1984. Boulevard de Clichy cette fois. Malgré un accès protégé, malgré la présence d'un concierge, Madame Segaresco est retrouvée morte, assassinée. Maintenant, je pars enquêter au lycée Molière, 100 ans après, en plein cœur du 16e arrondissement, à Passy. À suivre. Merci à Farah, à Théo Boulanger pour sa musique, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon qui financent ce travail. Comme eux, vous avez la possibilité de participer à cette anti-enquête et d'écouter des épisodes inédits en vous abonnant sur patreon.com/cerno, patreon.com/cerno. Et si vous ne pouvez pas, mettez des étoiles et laissez des commentaires sur votre appli de podcast. Un grand merci, rendez-vous dans 2 semaines, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Françoise!